Voici un chiffre que peu de médias mettent en avant cette semaine. Pendant que les marchés américains plongeaient, que l'Europe tremblait face aux tarifs douaniers, que le Japon voyait son yen s'effondrer, la bourse chinoise surperformait pratiquement tous les autres grands marchés mondiaux. Pas un peu, clairement. Et ce n'est pas tout. Le commerce extérieur chinois a progressé de plus de 18% sur les 2 premiers mois de 2026. Les exportations de haute technologie ont bondi de 24% et le PIB chinois a atteint son objectif de 5% de croissance en 2025, malgré les sanctions, malgré les tarifs, malgré la guerre commerciale. Alors voilà la question que je veux poser aujourd'hui. Comment un pays que tout le monde s'attendait à voir s'effondrer sous le poids des tensions américaines résiste-t-il aussi bien? Et surtout, pourquoi cette résilience chinoise devrait-elle nous inquiéter, nous, en Europe? Parce que c'est le paradoxe que personne n'explique clairement. La Chine qui résiste, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le reste du monde. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Avant d'aller plus loin, posons le contexte. En 2026, l'économie mondiale est sous pression de toutes parts. Guerre commerciale entre les États-Unis et leurs partenaires. Crise énergétique liée aux tensions au Moyen-Orient. Inflation qui repart dans certaines régions. Incertitude sur les taux d'intérêt. Dans ce tableau, chaque grande économie souffre à sa façon. Les États-Unis font face à une inflation qui repart à la hausse, alimentée par la guerre en Iran et leurs propres tarifs douaniers. L'Europe stagne, coincée entre la faiblesse de sa demande intérieure et la perte de compétitivité de ses exportations. Le Japon est pris en étau entre un yen faible et une dette publique colossale. Et la Chine? Elle avance. Pas à la vitesse des années 2000, certes, mais elle avance, quand les autres reculent ou stagnent. C'est ce contraste qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Parce que comprendre pourquoi la Chine résiste, c'est comprendre les mécanismes profonds de l'économie mondiale actuelle. Et c'est comprendre ce que l'Europe doit ou ne doit pas faire pour ne pas se laisser distancer. La Chine a anticipé le conflit commercial. Le premier mécanisme à comprendre, c'est que la Chine ne subit pas la guerre commerciale. Elle s'y était préparée depuis des années. Revenons en 2018. Trump impose les premiers tarifs massifs sur les produits chinois lors de son premier mandat. C'est un choc brutal pour Pékin. Mais au lieu de paniquer, la Chine tire une leçon fondamentale. Elle ne peut plus dépendre d'un accès libre et garanti au marché américain. Ce qu'elle fait ensuite est remarquable de méthode. Premièrement, elle diversifie ses débouchés commerciaux. Les échanges avec les pays de la ceinture et route, Asie du Sud-Est, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, explosent. Sur les 2 premiers mois de 2026, ces échanges ont progressé de 20% par rapport à l'année précédente. La Chine a construit des alternatives au marché américain, patiemment, sur plusieurs années. Deuxièmement, elle repositionne ses exportations vers le haut de gamme, fini le t-shirt à 2 $. La Chine exporte aujourd'hui des véhicules électriques, des panneaux solaires, des équipements d'intelligence artificielle, des composants de haute technologie, des produits sur lesquels les États-Unis ont du mal à mettre des tarifs, sans se pénaliser eux-mêmes parce que personne d'autre ne les produit en quantité suffisante. Troisièmement, elle a constitué des réserves stratégiques massives en matières premières, en énergie, en produits alimentaires, pour amortir les chocs externes. Résultat, quand Trump relance la guerre commerciale en 2025-2026, la Chine absorbe le choc infiniment mieux que lors du premier épisode en 2018. Elle a eu 7 ans pour s'y préparer, et ça se voit dans les chiffres. Premier mécanisme, la Chine a transformé les années de tension en années de préparation. Elle a diversifié, monté en gamme et constitué des réserves. La guerre commerciale l'a rendue plus résiliente, pas plus fragile. L'arme des terres rares et de la technologie. Le deuxième mécanisme est peut-être le plus sous-estimé de tous, et c'est celui qui devrait le plus nous inquiéter en Europe. La Chine contrôle une part dominante de la production mondiale de terres rares. Ces 17 métaux, aux noms étranges, néodyme, dysprosium, terbium, sont absolument indispensables à la fabrication de smartphones, de véhicules électriques, d'éoliennes, d'équipements militaires, de semi-conducteurs. Sans terres rares chinoises, pas d'iPhone, pas de Tesla, pas de turbines éoliennes, pas de missiles guidés, et la Chine le sait. Elle l'a toujours su, mais elle a attendu le bon moment pour utiliser cet atout. En 2026, face à l'escalade des tarifs américains, Pékin a commencé à restreindre discrètement les exportations de certains métaux critiques. Pas assez pour provoquer une crise immédiate. Juste assez pour rappeler au monde entier qui tient les clés de la chaîne de production technologique mondiale. Pour l'Europe, cela pose un problème existentiel. La transition énergétique européenne, éolienne, voitures électriques, batteries, dépend massivement de ces matériaux. L'Union européenne a lancé des programmes pour réduire cette dépendance. Mais extraire et traiter ces minerais prend des décennies. On ne construit pas une filière de terres rares en quelques années. Et il y a un deuxième levier technologique que la Chine maîtrise de mieux en mieux,
l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie. En 2026, l'IA commence à transformer la production industrielle chinoise. Automatisation, optimisation des chaînes logistiques, réduction des coûts. La Chine, qui était déjà l'atelier du monde, devient l'atelier du monde augmenté par l'IA. Ce n'est plus seulement de la main-d'œuvre bon marché, c'est de la main-d'œuvre bon marché, hautement automatisée, produisant des biens de plus en plus sophistiqués. Deuxième mécanisme, la Chine tient deux armes stratégiques majeures, les terres rares et l'IA industrielle. Ces deux leviers lui donnent une position de force dans l'économie mondiale que ni les tarifs américains, ni les sanctions européennes ne peuvent effacer facilement. Les failles cachées de la résilience chinoise. Maintenant, soyons rigoureux, parce que la résilience chinoise a des limites. Et il est important de les comprendre pour avoir une image complète. La Chine avance à deux vitesses. Et c'est précisément ce déséquilibre qui la rend vulnérable à plus long terme. D'un côté, les exportations et la production industrielle tournent à plein régime. De l'autre, la demande intérieure reste le talon d'Achille de l'économie chinoise. La crise immobilière, déclenchée par l'effondrement des grands promoteurs comme Evergrande, a laissé des cicatrices profondes. Des millions de Chinois ont vu la valeur de leur logement, souvent leur principale épargne, se réduire. La méfiance des ménages est forte. Et qui dit méfiance dit épargne, pas consommation. Le chômage des jeunes reste structurellement élevé. Une génération diplômée qui ne trouve pas d'emploi à la hauteur de ses qualifications, c'est une génération qui dépense moins, épargne plus et alimente les pressions déflationnistes. L'inflation en Chine est proche de zéro, ce qui peut sembler rassurant mais qui indique en réalité une demande intérieure trop faible pour soutenir les prix. La déflation est un piège redoutable. Quand les consommateurs anticipent que les prix vont baisser, ils reportent leurs achats, ce qui fait baisser les prix davantage. Ce qui incite à reporter encore plus. La Chine contribue à 30% de la croissance mondiale. Mais cette contribution repose encore trop sur les exportations et pas assez sur la consommation intérieure. C'est une vulnérabilité réelle. Et il y a une dernière faille que peu analysent clairement, la question de la fiabilité des données officielles chinoises. Plusieurs économistes indépendants pointent des écarts entre les statistiques officielles et les indicateurs alternatifs. Consommation d'électricité, trafic de fret, données satellitaires. Est-ce que la croissance réelle chinoise est vraiment de 5% ou légèrement en dessous? La réponse honnête est « on ne sait pas avec certitude ». Troisième mécanisme, la résilience chinoise est réelle mais partielle. Elle repose sur les exportations et la production, pas sur une demande intérieure solide. Les failles structurelles, immobilier, chômage des jeunes, déflation, restent des risques majeurs à surveiller. Pourquoi c'est inquiétant pour l'Europe? C'est le cœur du sujet. Et c'est la question que peu de médias posent clairement. Pourquoi la résilience chinoise est-elle potentiellement mauvaise pour l'Europe? Première raison, le déversement industriel. Quand la Chine produit plus qu'elle ne consomme en interne, ce qui est précisément son problème structurel, elle exporte cet excédent. Et quand le marché américain se ferme avec des tarifs, cet excédent cherche d'autres débouchés. Devinez où il va en grande partie. En Europe. Des véhicules électriques chinois à des prix imbattables, des panneaux solaires, des batteries, des équipements électroniques vendus en dessous du coût de production européen. Ce n'est pas de la compétitivité normale, c'est ce que les économistes appellent du dumping, vendre à perte pour conquérir des parts de marché. Pour les industries européennes qui fabriquent ces mêmes produits, c'est une menace existentielle. L'industrie automobile allemande, qui était déjà sous pression, fait face à une concurrence chinoise sur les véhicules électriques que personne n'avait anticipé à cette vitesse. Deuxième raison, la course technologique. Pendant que l'Europe débat de ses politiques industrielles, la Chine investit massivement dans l'IA, les semi-conducteurs, l'énergie verte, la biotechnologie. Le 15e plan quinquennal chinois, lancé en 2026, place l'innovation technologique au cœur de sa stratégie de croissance pour les 5 prochaines années. L'Europe investit aussi. Mais ces investissements sont fragmentés entre 27 États membres qui ne parlent pas toujours d'une seule voix. Et son accès aux matières premières critiques reste dépendant de chaînes d'approvisionnement que la Chine contrôle en partie. Troisième raison, l'effet de comparaison pour les marchés. Quand les investisseurs mondiaux voient une Chine qui croît à 4,55% pendant que l'Europe stagne à 1,2%, les capitaux ont tendance à aller là où la croissance est la plus forte. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés financiers européens, ni pour le financement des entreprises du continent. Quatrième mécanisme, la résilience chinoise amplifie 3 problèmes européens. L'inondation de produits à bas prix, le retard dans la course technologique et la fuite des capitaux vers des marchés plus dynamiques. Ce que ça change pour toi, concrètement. Concrètement, qu'est-ce que tout ça signifie pour toi, en France, en Europe, en 2026, sur l'emploi industriel, si tu travailles dans l'automobile, l'électronique, les énergies renouvelables ou tout secteur manufacturier? La compétition chinoise va s'intensifier dans les années à venir.
Ce n'est pas une raison de paniquer, mais c'est une raison de suivre attentivement les politiques industrielles européennes et d'exiger qu'elles soient à la hauteur de l'enjeu. Sur tes achats, à court terme, les produits chinois bon marché sur le marché européen peuvent sembler avantageux pour ton portefeuille. Mais à long terme, si cette concurrence détruit les industries européennes, ce sont des emplois et des capacités productives qui disparaissent. L'équation n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Sur ton épargne, la divergence de performance entre les marchés chinois et européens est un paramètre à intégrer dans une réflexion sur la diversification géographique de ton épargne. Sans prendre de risques inutiles, comprendre où se trouve la croissance mondiale est une information utile. Récapitulons les 4 mécanismes qu'on a vus aujourd'hui. Premier mécanisme, la Chine a utilisé les années de tension commerciale pour se préparer, diversification, montée en gamme, constitution de réserves. Elle est aujourd'hui plus résiliente qu'en 2018. Deuxième mécanisme, elle détient 2 armes stratégiques majeures, les terres rares et l'IA industrielle, qui lui donnent un levier considérable dans l'économie mondiale. Troisième mécanisme, mais cette résilience a des limites réelles, immobilier en crise, demande intérieure faible, chômage des jeunes, question sur la fiabilité des données. Quatrième mécanisme, et c'est précisément ce déséquilibre, trop d'exportation, pas assez de consommation intérieure, qui crée un problème pour l'Europe. Inondation de produits, retard technologique, fuite des capitaux. La Chine qui résiste, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle en soi, c'est une réalité complexe, avec des gagnants et des perdants. Et l'Europe a tout intérêt à comprendre ces mécanismes, pour ne pas subir passivement une transformation de l'économie mondiale qu'elle aurait pu anticiper. Est-ce que tu penses que l'Europe est en mesure de rivaliser avec la Chine sur le plan industriel et technologique, ou a-t-elle déjà trop de retard? Dis-le-moi dans les commentaires, c'est ce type de débat qui donne toute sa valeur à cette chaîne. Si cette analyse t'a apporté une lecture plus claire de ce qui se joue entre la Chine et l'Europe, mets un like, ça m'aide énormément. Partage cette vidéo à quelqu'un qui suit l'actualité économique et abonne-toi pour continuer à décrypter les mécanismes que les grands médias n'ont pas le temps d'expliquer. À très bientôt.